Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous allons aujourd'hui, comme vous le savez depuis hier d'ailleurs, continuer avec notre problématique de la réflexion, surtout de la contribution pour Nambo Cannabiso et Kendeli Bosso. Je suis très heureux parce que on m'a dit, je veux dire, ceux qui sont venus des États-Unis m'ont fait comprendre que la communauté intellectuelle, je veux dire, américaine, principalement de la diaspora congolaise bien sûr, apprécie beaucoup les émissions que nous faisons et les consomme. Quelqu'un m'a dit même qu'il a suivi cette émission à Harvard. Ça veut dire qu'il y a des Congolais là-bas qui suivent les émissions de Critique Info et surtout le Congo Buzz et ils apprécient le travail que nous faisons. Je suis très heureux de le savoir. Et mon plus grand plaisir, c'est de savoir que le débat que je porte aujourd'hui est porté par la plus haute autorité judiciaire de mon pays, c'est le professeur Kalouba, qui dit exactement ce que je suis en train de le dire. Et tous les jours d'ailleurs, nous avons réfléchi avec beaucoup de gens. Je fais comprendre à tout le monde que notre système politique ne correspond pas à notre schéma intellectuel. Ça ne correspond pas à notre raisonnement. J'ai eu le temps de le dire, si vous vous rappelez, plusieurs mois avant que la vidéo du professeur Kalouba fasse le tour. Je le disais que lorsque vous entendez un Congolais parler, vous entendez quelqu'un qui est sous un régime présidentiel, concentré. Parce que lorsque une avenue n'est pas arrangée, c'est le président que l'on voit. On oublie que ce n'est pas le président qui nomme un bourgmestre. Du moins dans notre système, les bourgmestres sont élus. Même si dans la pratique, ils sont nommés,
Mais le texte veut ou veut que le bourgmestre soit élu. Lorsque vous avez un maire de la ville qui ne fait pas bien son boulot, on regarde le président. Et les gens vont même plus loin pour dire l'impulsion c'est lui. Ah mais non! L'impulsion du président de la République n'est pas à confondre avec les instructions du président de la République. Nous avons choisi un système de séparation de pouvoir. Il faut ajouter à cela nette séparation de pouvoir. Et la séparation de pouvoir a engendré une autre conception, c'est l'autonomie de certaines entités. Comme l'Assemblée nationale est autonome, elle ne dépend pas du président. Il n'y a presque pas de lien avec le président. L'Assemblée ne discute pas des ordonnances du président de la République, ne discute pas des actes du président de la République. Et l'Assemblée n'interfère pas dans les actions du chef de l'État. Mais bizarrement, quand il y a des jeeps au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le président qui doit payer pour ça. Lorsque les députés sont, entre guillemets, payés, excès ou pas, c'est le président de la République. Lorsque les enseignants ne sont pas payés, c'est le président de la République. Lorsque les routes ne sont pas construites, c'est le président de la République. Ça veut dire, dans le psyché du Congolais, il est dans un régime présidentiel. Alors, donnez-lui ce régime présidentiel qu'il veut. Comme ça, on sera en cohérent, on aura une cohérence entre le pensée que nous avons finalement et la façon d'agir. Le pensée dont je parle, ce n'est pas la pensée. La pensée, elle est différente du penser. Alors, quand on explique ça aux Congolais, ils trouvent que c'est trop long. Non, mais ce n'est pas trop long. Nous avons voulu d'un système politique qui fait que le président et le premier ministre aient des répartitions différentes. Ça veut dire, le premier ministre, c'est lui, en réalité, le responsable de la vie politique du pays. Cela ne veut pas dire qu'il a plus de pouvoir que le président de la République. Non. Parce que le pouvoir de nomination et le pouvoir d'élection sont totalement différents. Et on ne peut pas le comparer. Celui qui a été nommé et celui qui a été élu dans une république qui s'est dit démocratique, celui qui est élu est beaucoup plus important que celui qui est nommé. Parce qu'on ne peut nommer que celui qui a été élu à la base. C'est pourquoi vous allez voir, les députés, eux, peuvent désigner un premier ministre parce que eux ont été élus. Le président, lui, peut nommer parce que lui a été élu. Les mandataires peuvent nommer parce que eux aussi ont été nommés par celui qui a été élu. Vous voyez un peu? Donc, l'origine du pouvoir dans un régime, dans un régime comme le nôtre, le fondamental, c'est le peuple qui confère ce pouvoir à un homme ou à un groupe. Yabato, et à leur tour maintenant, ils choisissent, ils désignent, ils nomment. Donc, le schéma dans la tête du Congolais, c'est un système présidentiel. C'est quoi la différence? Le système présidentiel et le système semi-présidentiel, la différence, c'est quoi? C'est que dans un système semi-présidentiel ou parlementaire, le président est réduit dans sa logique de concertation. Il est bloqué en même temps réduit dans sa logique de négociation. Il doit négocier, discuter, avoir la volonté des autres, pas la permission, mais informer tel autre. Et le président est à un moment donné bloqué sur ces questions-là. C'est vrai qu'il a un droit de veto, c'est vrai qu'il a un pouvoir exorbitant, oui. Et quand on n'a vraiment pas été sérieux, il devient un monarque, on veut bien. Mais dans un système présidentiel maintenant, le président a le pouvoir entre ses mains. C'est-à-dire le potence, il a entre ses mains. Il est comme un peu délié de contraintes de négociation, de contraintes de discussion, de contraintes de recherche de consensus. Il n'est pas dedans. Il dicte seul sa vision politique. Il nomme seul ce propre ministre. Il nomme seul sa propre administration. Et il veille à ce que ça marche. Alors que dans un système semi-présidentiel, c'est qu'un président se limite à dire des choses, à donner une vision, et le premier ministre le met en pratique. Donc, lorsqu'un président échoue dans un régime comme le nôtre, ou dans un système comme le nôtre, la responsabilité n'est pas de lui. La responsabilité, c'est son premier ministre.
Parce que c'est lui qui doit matérialiser sa vision. Mais maintenant, lorsque vous avez l'échec du gouvernement, vous le reposez dans la tête du président, c'est que dans votre cerveau, il y a encore les tares d'un régime présidentiel. Et il faut donc l'assumer. Personnellement, je le dis, le système qui nous convient aujourd'hui, c'est un système présidentiel. Pourquoi? Parce que le système présidentiel est un système qui peut, si vous êtes bien, vous aider à planifier et avoir des systèmes élitistes comme vous voulez. Parce que le système présidentiel, à mon avis, est un système d'action, est un système d'agir et d'agir direct. Maintenant que le système semi-présidentiel est un système élitiste, le système présidentiel est un système pratique et pragmatique. Ça ne vous amène pas dans les discours, non, ce n'est pas dedans. C'est un système de résultats. Alors que le système semi-présidentiel ou le système parlementaire ou semi-parlementaire, c'est un système de concertation, c'est un système à un moment donné élitiste. Il est compliqué, il demande beaucoup de choses et en même temps, il est conflictuel. Or, dans un système présidentiel, vous avez la possibilité de dépendre d'un chef et vous savez que c'est lui le responsable. Les États ne se construisent pas, je veux dire, avec tout le système élitiste directement. Non. Les États se construisent d'abord avec un État. On commence par un État unitaire, et puis après vous allez aller plus loin. Vous allez commencer à désarticuler petit à petit, désamorcer, décentraliser. Vous allez imaginer. Mais il faut d'abord construire un État. Lorsque l'État est construit, et que l'État finalement, l'État est au-dessus de tout, que les lois sont respectées, que la morale publique est respectée, que la mentalité collective a été préparée à recevoir d'autres systèmes, et c'est bon, ça marche. Mais chez nous, on n'est pas dans ces conditions-là. Mesdames et messieurs, voici le piège du président de la République. Où est-ce qu'il est? Le piège du président de la République, c'est celui-ci. C'est cette constitution. Je vous donnerai quelques éléments aujourd'hui pour faire comprendre. Je vais lire l'article 74 de la Constitution. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Hein? Voici ce que dit l'article 74. Je le dis, ici, ce n'est pas une parole d'évangile. Non. Ici, c'est ma doctrine. J'essaie de comprendre. J'essaie d'analyser. Et la porte est ouverte à tout échange. La porte est ouverte à tous ceux qui pensent, à tous les amoureux de la pensée, à tous ceux qui pensent qu'on peut réfléchir, à tous ceux qui pensent qu'on peut se dire des choses, à tous ceux qui pensent que l'on peut partager sans forcément se regarder comme des chiens de faïence, à tous ceux qui pensent qu'on peut réussir à s'accorder sur 2 points de vue, à tous les amoureux de la contradiction et donc les disciples de la science. Ici, je me dis, réfléchissons, parlons, partageons. Ce n'est pas qui aura raison, qui aura tort. Il faut que la science triomphe. Il faut que la science triomphe. Il faut que la raison prenne le dessus. Comme le dit Gustave Le Bon, il dit les contradictions sentimentales ne se supportent pas. Elles se soldent par la violence. Alors que les contradictions intellectuelles, elles se supportent. Et la raison la plus forte l'emporte. C'est le livre Hier et Demain de Gustave Le Bon. Maintenant, prenons l'article 74 de la Constitution. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection. Mais voici ce qui m'intéresse ici. C'est qu'on dit avant son entrée en fonction, le président de la République prête serment, prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Donc, ce qui va nous intéresser ici, ça va être le serment. Maintenant, écoutez le serment du président de la République et je vous dirai l'incongruité qu'il y a ici. Le chef de l'État dit ceci. Moi, Bossembe Christian, élu président de la République démocratique du Congo. Ne vous en faites pas, je pense que ça arrivera un jour. Moi, Bossembe Christian, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et devant la nation, on va revenir sur Dieu, hein. Je vous dirai qu'est-ce qui se passe. 1. D'observer et défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun de la paix, de remplir loyalement, en fidèle serviteur. Retenez ça et soulignez. Remplir loyalement et en fidèle
serviteur du peuple, les hautes fonctions qui me sont confiées. Je voudrais qu'on retienne ma phrase, Wana. Je voudrais qu'on retienne ici, fidèle serviteur. Je voudrais qu'on retienne qui me sont confiés. Maintenant, la question. Qui confie la tâche au président de la République? La réponse est simple. Le peuple. Le peuple, bien sûr. Alors, il doit être serviteur de qui? La réponse est simple. Le peuple. N'est-ce pas? Très bien. On va lire maintenant l'article 69. Je prends déjà 74 et allons dans 69. Non, 68. Je le dis sous réserve de tout le professeur, tout le constitutionnaliste. S'il me donne un avis contraire, je me tairai. Mais personnellement, je suis en train de travailler. J'ai fait mon 3e cycle aujourd'hui en droit. C'est demain pour devenir professeur de droit de la Constitution, bien évidemment, mais surtout défendre ma thèse, ma manière à moi de voir les choses sur la 4e République. Une nouvelle Constitution, donc. Voici que l'article 68 dit. Les institutions de la République sont. On commence par le président de la République. Bon sang. Comment on va commencer par le serviteur, lui qui a eu le pouvoir du peuple? Il a eu le pouvoir par le peuple. Comment on commence par lui? Donc, la vraie logique ici devrait être celle-ci. D'abord, je vous lis d'abord la disposition. C'est que le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours de tribunaux. C'est ça, les quatre institutions. Pourquoi on commence par le président? Est-ce que ça respecte la hiérarchie? Peut-être. Mais maintenant, regardez la logique. La logique veut que, comme le président de la République vient du peuple, et que l'article 74, le dernier alinéa, dit que le président est serviteur du peuple, et il le fait dans l'intérêt de ceux qui l'ont nommé, ceux qui l'ont élu, ceux qui l'ont placé là-bas. Ça veut dire tout simplement que le Parlement, qui est finalement l'émanation de ce peuple, par l'Assemblée nationale bien évidemment, devrait en principe être la première institution et le président deuxième institution. Parce que le président n'est pas président si le peuple ne le porte pas. Alors, les gens vont dire non, parce qu'il y a des débats d'école. Hein. Et notre école dit non. Ce n'est pas de cette façon-là que le législateur voulait parler. Les législateurs disaient ceci. Le président, comme il est élu par le peuple, il incarne, lui, le peuple en question. Donc, le peuple se retrouve en lui. Voilà pourquoi c'est lui la première institution, parce qu'il est l'incarnation du peuple. Alors que le Parlement est composé, je veux dire, c'est toujours le peuple, mais de façon disparate. Parce que c'est chaque député qui vient avec le voix de sa petite partie du pays. Alors que le président est élu par tous les électeurs de tous les députés. Il a la voix de tout le monde. Ça reste un débat d'école. Mais si nous pensons que la chambre du peuple, c'est le représentant, c'est le Parlement, et que le président, lui, est élu par le peuple qui se retrouve dans cette chambre-là qu'on appelle palais du peuple ou Parlement, parce que c'est finalement le peuple qui parle par ses représentants, soit indirect, ça veut dire les sénateurs, direct, ça veut dire les députés. Donc, il y a déjà un débat de ce côté-là. Alors, moi, je peux appeler ça des débats congénitaux. Ça vient de la naissance d'une constitution. Mais si nous allons plus loin, vous allez voir que l'article 5 m'aide encore à renchérir mon point de vue. L'article 5 dit ceci, toujours de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Fin de débat. La souveraineté, ça veut dire l'exercice du pouvoir appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et puis après, on écrit tout ce qui va avec. Ça veut tout simplement dire que l'article 5 reconnaît que la première institution devait être l'institution du peuple. C'est-à-dire que c'est le Congrès, le Parlement si vous voulez. Il y a un fallait la institution à Liboso. Et puis président, institution à Mibale. Le débat va se poursuivre pour dire, mais si le président est la deuxième institution, le Parlement est la première institution, ça veut dire que le Parlement peut contrôler le président. Mais la réponse est non. Le Parlement ne peut pas démettre à lui seul le président parce que c'est une question politique. Et quand on est dans une question politique, il faut finalement mettre celui qui garde la politique celui qui garde la politique pour ne pas dérailler, c'est donc les cours de tribunaux. Mais malheureusement, le cours de tribunaux, ici dans l'article 68, c'est vraiment la quatrième institution.
Donc ici même, le législateur, dans son idée, a déjà rétrogradé les cours des tribunaux, mettant ça après le gouvernement. Mettons ça donc après le gouvernement. Pourtant, le cours des tribunaux devrait être en réalité la deuxième. Ça veut dire le Parlement, le Congrès, Parlement première institution, deuxième institution président de la République, troisième institution cours des tribunaux et quatrième le gouvernement. Et d'ailleurs, on pouvait même changer la formulation pour parler de l'exécutif. Dans le cas d'espèce, l'exécutif allait se retrouver dans le président de la République parce que le président absorbe l'exécutif. Vous savez, c'est bicéphale, donc on a d'un côté le président et de l'autre côté. Mais on pouvait, si on voulait vraiment le faire. Donc tous ces problèmes que vous voyez, cette constitution que vous voyez, n'a pas un esprit uni du préambule Tirasu Karango, n'a pas un esprit uni. Et pire encore, elle est là, mais elle ne joue véritablement pas son rôle. Elle n'a pas su résister devant l'acte consultatif. Il y a, comment on appelle ça encore? C'est une constitution qui a été piétinée par les accords de la Senko. Donc, on a une constitution qui tient sur les humeurs des gens. Il suffit que les gens ne soient plus d'accord, les décideurs ne soient plus d'accord pour fouler la constitution au pied. On est même prêt à prendre une lettre qui pourra supplanter la constitution. Ce que vous appelez des accords. Les accords vont faire taire cette constitution. Alors je dis aux gens, il est temps de réfléchir autrement. Abolissons cette constitution, recommençons une nouvelle, et sur de bonnes bases. On ne peut pas avoir une constitution à 229 articles. Pourquoi? Pourquoi avoir un syllabus aussi long et parfois inutile pour ça? On peut avoir une constitution qui peut nous aider les 200 prochaines années. L'Amérique a fait la même chose jusqu'aujourd'hui. La constitution de l'Amérique reste pas la meilleure constitution, mais au moins elle transpire l'âme et l'esprit américain. Dans cette constitution-là, dans leurs amendements, on sent l'âme américaine transpirer dedans, de bout en bout, au fait. Mais ici, dans cette constitution, vous n'avez toujours pas le régime politique et pénitentiaire, d'un ancien président de la République. Vous allez commencer à fêter le premier article jusqu'au 229e article. On ne sait pas si un ancien président, où pourra-t-il être jugé? On ne sait pas. Ce n'est pas si clair que ça. On ne sait pas. Et vous pouvez trouver dans n'importe quelle loi de la République, vous ne trouverez pas une loi qui détermine précisément où est-ce qu'un ancien président peut être poursuivi. On ne le dit pas. Où est-ce qu'un premier ministre peut être poursuivi? On ne le dit pas. Bon, après, c'est des débats et des débats. Moi, je sais qu'un ancien premier ministre, quand il n'est plus en fonction, ben c'est un quidam. C'est un monsieur comme tout le monde. On peut l'arrêter devant n'importe quelle juridiction, de son niveau d'ailleurs. Parce qu'il ne l'est plus. Mais si par malheur, ou par, je sais pas moi, il devient sénateur ou député, il va relever de cette juridiction-là. Mais on ne va pas sortir la thèse comme quoi les faits pour lesquels on le poursuit, c'était quand il était Premier ministre, donc on ne peut plus le poursuivre. Alors c'est compliqué. C'est donc une prime à la délinquance. Alors toutes ces choses ne nous aident pas à aller de l'avant. Hier, je vous ai dit ici que lorsque nous regardons quand nous regardons la configuration actuelle, il y a des questions que nous devons nous poser sans aucune honte. Ça veut dire, qu'est-ce que cette constitution va nous apporter aujourd'hui? Autrefois, on ne voulait pas en parler parce que bon, on allait prêter des intentions aux gens, mais aujourd'hui, on s'est dit, ben, rien ne nous empêche de débattre ouvertement sur la possibilité d'avoir une nouvelle constitution, d'avoir un nouveau système politique. Et moi, je le dis sans honte. Je dis qu'il faut avoir un système présidentiel. Je dis qu'il faut avoir un système présidentiel. Et j'ajoute même concentré. Mais maintenant, la peur des gens, c'est quoi? Non, mais si on a un système présidentiel, on va tomber dans la dictature. Non, on ne peut pas tomber dans la dictature parce qu'il faut mettre les institutions en place. Le président de la République, dans notre système, c'est que le président de la République n'a pas de premier ministre. Le président de la République a un vice-président. Le vice-président est choisi par le président. C'est-à-dire c'est son colistier. Le président va, par exemple, moi, Christian Bossemé, je veux devenir président, je prends Jérémy Maïkandi comme mon vice-président. Et Jérémy Maïkandi c'est lui qui va jouer le rôle entre moi et l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y aura pas le Sénat. Il y aura juste une Assemblée nationale. Et c'est lui qui va jouer ce rôle entre moi et l'Assemblée nationale. Entre-temps, ça me laisse la possibilité d'avoir mon propre gouvernement. Et nous avons décidé,
nous avons y réfléchi que quand on sera à ce moment-là, on aura tout mis dans la Constitution pas pour agrandir ou tout ce que vous voulez. Non, mais tout simplement parce qu'on a compris que comme on est dans une logique de gens qui n'ont pas des valeurs textuelles ou des textes, si vous voulez, ils aiment qu'on écrive tout, et bon, on va écrire pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de vide et qu'il n'y ait pas de silence. Parce que ailleurs, quand il y a un silence juridique, ça appelle au bon sens. Mais chez nous, quand il y a un silence juridique, ça appelle à la délinquance politique, ça appelle aux humeurs, et c'est très compliqué. Donc, on s'est entendu en disant ceci, on va faire en sorte que le président, une fois qu'il est élu, il a son vice-président. Dans la Constitution, on a déjà un nombre déterminé des ministres. On ne peut pas dépasser 20. On ne dépassera jamais 20 membres du gouvernement. On gardera 17 membres, à la limite 20. On n'aura pas de vice-premier ministre, vice-premier président, vice-premier ministre, ça n'existera pas. Vous êtes ministre, vous êtes vice-ministre, point barre. À la limite, on peut encore comprendre les délégués. Mais nous allons faire en sorte que le ministre et les vice-ministres soient des personnes comme tout le monde. C'est vrai, revêtis des caractères de l'État, mais en tout cas, c'est des hommes normaux. Ils n'auront pas d'immunité, malheureusement. Ils n'auront pas d'immunité. La seule immunité qu'ils auront, ce sera leur travail. Ils doivent travailler bien. Donc, quand on a déjà, les députés n'auront pas d'immunité parlementaire, ils n'en auront pas. Les ministres n'auront pas d'immunité. S'ils auront les immunités vont être circonscrites. Ça veut dire que les immunités ne porteront que sur le vote et leurs travaux parlementaires. Point barre. Diffamation, insulte, escroquerie, détournement, on vous arrête immédiatement sans procédure de quoi que ce soit. Mais lorsqu'on vous attaque parce que vous avez dit un mot, parce que vous avez parlé, vous avez donné votre point de vue, parce que vous n'avez pas voté, là vous êtes couvert par les immunités. Mais lorsqu'un député triche, vole, pille, détourne, on t'arrête immédiatement. Il en est de même pour un ministre. Nous voulons faire d'un État où les commissions parlementaires sont beaucoup plus fortes, comme en Amérique. Ce n'est pas comme ici au Congo, vos commissions parlementaires sont des commissions faibles. Non. Nous allons nous battre pour que les commissions parlementaires soient des commissions qui auront non seulement beaucoup de moyens financiers, mais beaucoup de moyens politiques. Aux États-Unis, lorsqu'une commission parlementaire invite un ministre ou invite une autorité de la République, mais c'est extrêmement compliqué. Vous passez des heures et des heures avant qu'on vous mette en accusation. Vous êtes d'abord là et on discute matin, midi, soir. Vous devez convaincre. Ça veut dire que nous allons renforcer le pouvoir de contrôle que de pouvoir de domination comme on a aujourd'hui. Et ce n'est qu'une question d'idée et de volonté. C'est pourquoi nous disons qu'il faut détruire le système que nous avons aujourd'hui pour rebâtir un nouveau système. C'est tout ce que nous disons. Le président, quand il est au pouvoir, il sait que quand je suis là, je nomme des ministres, l'Assemblée nationale peut émettre des avis contraires, sauf s'ils n'ont pas d'éléments. Mais s'ils ont des éléments, par exemple, moi je suis président de la République, je nomme Yannick Lomangue, je dis que c'est LG qui deviendra par exemple ministre de la Défense. Ah non, le député de l'Assemblée, au niveau de l'Assemblée nationale, nos institutions de contrôle peuvent dire au chef de l'État, monsieur le président, nous émettons un doute sur la personne de LG. Pourquoi? Parce que regardez, en 1992, il a été impliqué dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Il n'y avait pas de suite au niveau du parquet. En 2002, il a été impliqué dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. On ne peut pas l'avoir. Et lorsque l'Assemblée bloque, elle bloque. Et le chef de l'État recule dans sa décision. Voyez-vous? C'est-à-dire, on ne sera pas quelqu'un qui va nommer un balamonko. Non. Ce qui va nommer l'Assemblée nationale et valider. Cursus nayo. Botier Moutouna pétrole, ok. Ouais, mais il n'a aucune, dans son document, il n'y a rien de pétrole. Il n'a jamais étudié le pétrole. Il ne connaît même pas le pétrole. Et non seulement qu'il ne connaît pas le pétrole, il n'a aucune notion. Il y a ma ressource. Donc, en tout cas, trouver quelqu'un d'autre, mais pas lui. Et c'est comme ça. Alors, les rapports entre les cours et tribunaux, parce que nous, dans la 4e République, on n'aura pas la cour constitutionnelle. Ça n'existera pas. On aura une cour suprême. Et la cour suprême va mettre en son sein des chambres, un peu comme on était dans le temps. Maintenant, la beauté de la chose va être la qualité des juges et la qualité des magistrats qu'on aura. Le Conseil supérieur de magistrature ne sera pas un organe obsolète, comme on l'entend depuis un certain temps. Ça sera l'organe le plus puissant. Parce que vous savez quoi? Le président de la République pourra siéger dans le Conseil de magistrature. Parce qu'il est le magistrat suprême.
On pourra trouver un moyen pour qu'il soit là aussi. C'est là qu'on voit la nomination, ouais, la proposition, les sanctions, le comportement des juges. C'est là, c'est même ça, l'âme. Donc le Conseil supérieur de magistrature ne doit pas être une institution ou je dirais un organe obsolète ou inutile. Non. Ça veut dire que nous allons travailler pour renforcer le service de contrôle et de discipline. Et c'est pourquoi nous disons que la 4e République est la chose la plus importante qui puisse exister. Vous aurez Babylone Nabino 26 provinces, ça n'existera pas. Vous revenez Nabilo Kakala. L'Équateur, Bomi, Yango, Bozong, Yango, Moko. Équateur, Zongi, Yango, Moko. Nous revenons à 11 provinces. Si pendant ce temps, quelques provinces ont pu montrer qu'ils peuvent se développer dans cette histoire de démembrement et ainsi de suite, bon, on peut garder à 13 ou 14, mais les autres provinces qui n'ont pas, bon, on les regroupe. On crée d'abord les États. La Chine s'est développée par les infrastructures. D'abord les infrastructures. Nous relions le point A, le point B, le point C, le point D. Nous devenons un État d'abord. Nous avons une force de l'administration. On réussit à mettre en place une conscience collective. On réussit à mettre en place une conscience scientifique. On réussit à établir le système de la méritocratie. Nous nous battons contre le népotisme, le favoritisme, le clientélisme. On se bat contre ces choses-là. On se bat contre le démon du tribalisme, le démon du régionalisme, bon, pas vraiment, mais le fait d'être originaire de. Nous nous battons contre ces choses-là. Ce sont les tares qui nous retardent. Et puis après, on bâtit une nation, un État, et puis nous décidons maintenant. Est-ce que le Congo devient un État fédéral ou le Congo reste un État comme on a décentralisé, comme on est aujourd'hui? C'est à nous de décider ce qu'on veut. Mais avant ça, il faut avoir des textes qui vous accompagnent. Vous n'allez pas diriger un pays avec une constitution, qui a un esprit, à un moment donné, français, à un moment donné, on prend un petit le brin de l'Ulouabourg, on prend ceci par ça. Non, non. On ne doit pas continuer comme ça. Même le code pénal doit être révisé. Nous devons finalement avoir notre propre manière de concevoir nos problèmes. Bah, ça, c'est mon point de vue. Hein. Je ne sais pas si on veut voir ça comme ça, mais c'est mon point de vue. Et je conseille aux gens, réfléchissons. Moi, je suis au 26e article, depuis que je suis en train de concevoir une nouvelle constitution. Je vous présenterai, si Dieu nous aide, une nouvelle ébauche de la constitution, que je soumettrai, bien évidemment, aux savants de la constitution, que je ne suis pas encore. Je le soumettrai au professeur doyen de la faculté, monsieur Sambo, qui pour moi est d'une intelligence extraordinaire. Je soumettrai pour des questions économiques, mais aussi pour des questions de droit, au professeur Bakandeja. Je soumettrai l'ébauche au juge Kalouba. Je soumettrai ça à mon maître, le professeur Mbata. Je soumettrai ça à tous ces grands, même le professeur Bochab. C'est un constitutionnaliste, l'un des constitutionnalistes importants de mon pays. Il faut quand même le dire. C'est pas parce qu'à un moment donné, on prend de position que la matière part. Non, c'est des hommes et des intelligents. Je le rencontrerai. Au moins, c'est les meilleurs de mon pays. Je vais le rencontrer pour leur dire, voici ce que j'ai réfléchi, ce que j'ai pensé. Le professeur Njoli, comment oublier cette sommité? Il faut le rencontrer. Et vous dites, bon, voici comment nous pensons. Parce que c'est même le débat que nous voulons amener même à l'étranger. J'ai des invitations des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et tout. Je me dis, si j'y vais pourquoi? Il faut que j'aille avec un élément. Vous montrer aux frères de la diaspora, à la communauté scientifique de là-bas, voici mon élément. Voici ma manière à moi de réfléchir. Voici ce que je pense. La condition que je conçois. Et puis après, nous allons solidifier. Parce que nous devons avoir une constitution écrite par nous-mêmes, pour nous. Inspirée par nous, par nos réalités. Pas inspirée et dictée par la France. Non, ça doit être la transpiration de nos us et coutumes. Ça doit être le reflet de notre monde métaphysique. Ça doit être le reflet de notre identité culturelle, scientifique, intellectuelle, philosophique. Ça doit ressembler, ça doit nous ressembler. Ça ne doit pas être une constitution que nous considérons comme un outil libanda. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ma manière de voir les choses. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici.
Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums d'Igor. fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le